À Kinshasa, 19 h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa direct avec deux invités. Vous le savez très bien, aujourd'hui le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation devant le Congrès. Alors, État des nations, avec le président Félix Tshisekedi, nous allons en parler avec les députés nationaux. Ngoïka Sanji, il sera des nôtres. Alors, pourquoi le chef de l'État n'a pas évoqué les dossiers RAM? Pourquoi le chef de l'État n'a pas évoqué le dossier CENI quand on sait qu'il y a encore des problèmes au niveau des consensus? Pourquoi le chef de l'État n'a pas évoqué les problèmes des salaires des enseignants par rapport à la gratuité de l'enseignement? Alors, il y a aussi cette histoire d'impiodi des chiens-chats. Le chef de l'État n'en a pas évoqué. Nous allons en parler avec le député national. Il sera peut-être le deuxième invité. Alors, le premier invité, c'est le pasteur Silas Mimile. Alors, avec lui, on va parler de gouvernance, quelle approche pour bâtir la nation. La nation, comme vous le savez très bien, a besoin d'être battue comme il se doit. Voilà ce qui fera la chapa de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Attendu le plus sur la mesure phare de son quinquennat, la gratuité de l'enseignement des bases qui bégaye, et sur les mesures d'encadrement de la taxe RAM, le chef de l'État a, dans son adresse à la nation, promis de limiter autant la présence des militaires ougandais sur le sol congolais et réaffirmer son engagement à poursuivre les réformes dans le secteur de la justice. Pour parachever les processus électoraux, Félix Tshisekedi a invité les acteurs politiques encore hésitants à choisir rapidement leurs délégués. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a officiellement annoncé la survenue de la 4e vague de la pandémie à Covid-19 en RDC. Cependant, il appelle la population à ne pas paniquer, mais plutôt à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner massivement afin de lutter contre cette pandémie. En justice, la star de la rumba congolaise, Koffi Olomide, a été relaxé aujourd'hui en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrés lors de ses tournées en France. Jugement rendu par la Cour d'appel du tribunal de Versailles dans le procès des accusations d'agression sexuelle les visant. Le parquet avait requis en octobre dernier 8 ans de prison ferme contre l'artiste musicien. Dans le reste du continent, 23 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, des marches ont été organisées ce lundi à Ouagadougou et dans toutes les grandes villes du pays pour lui rendre hommage. Ses proches continuent de réclamer pour que justice soit rendue à cet ancien directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant et ses compagnons, dont l'un des principaux suspects dans l'enquête est François Compaoré, le frère de l'ancien président actuellement en exil en France. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Dans un instant, retrouvez Jean-David Pilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge. L'information revient dans moins d'une heure avec Grace Salambo. Tout de suite, docteur pasteur Silas Mimile. Avec lui, on va aborder son ouvrage Bâtisseur des nations. C'est tout de suite. Bâtisseur des nations, émergence d'un leadership collectif. Silas Mimile Makangu. C'est lui l'auteur de cet ouvrage. Bienvenue, docteur. Merci, Jean-David. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Malgré vos multiples occupations, vous êtes là. Alors, le livre s'intitule Bâtisseur des nations. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré pour parler de Bâtisseur des nations? Puisque vous êtes pasteur, mais vous dites ce livre ne se veut ni politique, moins encore religieux. Oui, parce que ce n'est pas un livre qui est écrit dans le but de
pouvoir juger les actions politiques que mènent différents gouvernements et surtout celui qui est en place. Mais il faudrait aussi rappeler pour la petite histoire que ce livre est en train d'être écrit depuis plus de 4 ans. 4 ans. Donc c'est depuis 2 ans qu'il aurait pu être présenté au grand public. Mais il y a eu beaucoup d'autres contretemps. Et avant cela, il y a eu 3 autres ouvrages que nous avons eu à publier. Donc quand nous disons que ce livre ne se veut pas un livre politique, c'est parce que ce livre ne s'aligne pas dans une optique partisane ou encore militante. Ce n'est pas un livre religieux parce que ce n'est pas un livre qui vient nous dire voilà ce que Dieu a dit, ce que la nation sera. Mais c'est un ensemble d'analyses qui partent d'un constat que nous avons y amené, pas seulement sur notre nation, mais aussi sur beaucoup d'autres nations dans ce monde et en Afrique en particulier, qui peinent à décoller en dépit de tout le potentiel, en dépit de toutes les ressources que le bon Dieu a mis à leur disposition. Alors nous avons décidé d'avoir une approche biblique pour présenter aux nations une recette que nous croyons infaillible, parce que beaucoup d'autres nations ont eu à recourir à ces recettes, même si on ne les a pas nommées de la même manière, mais néanmoins la recette reste universelle, elle reste standard, et nous nous disons avec une telle recette qui constitue différents chapitres de cet ouvrage, il est fort possible qu'en très peu de temps que notre nation, mais aussi beaucoup d'autres nations qui partagent avec nous le même problème, puissent se démarquer, partir de la précarité à la prospérité. Voilà, parce que précarité à la prospérité, mais docteur, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré? Parce que vous avez dit que vous aviez abordé l'approche purement biblique. Oui, je pars d'une approche biblique pour rencontrer les besoins qui sont à la fois sociétaux, les besoins qui sont scientifiques, parce que je crois que la Bible n'est pas qu'un livre que nous devons lire seulement dans les 4 murs de nos églises. Si elle ne nous aide pas à résoudre les problèmes de la société, alors je ne vois pas pourquoi on l'appellerait Bible. Ce livre est parti d'un constat après avoir effectué notre tout premier voyage en Inde. C'était en 2015, nous étions invités dans la communauté estudiantine africaine dans la ville de Bangalore pour animer un séminaire sur le leadership entrepreneurial. Lorsque nous sommes arrivés en Inde, nous étions très étonnés de voir la grande différence de ce que nous avons vu et de ce que nous savions sur l'Inde qui, quelques années auparavant, était presque une poubelle. L'Inde qui était l'un des pays, pas seulement peuplés, mais aussi l'un des pays les plus pauvres. Nous avons vu comment que nous étions en face d'un pays en chantier. Lorsque nous avons essayé d'analyser les faits, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une catégorie d'Indiens qui avaient décidé de prendre à bras le corps leur destin commun. Cette catégorie, c'est l'élite indienne. L'élite indienne, parce que l'Inde est peuplée à plus d'1 milliard d'habitants. Ce n'est pas les 1 milliard d'habitants qui ont fait à ce que l'Inde soit la puissance émergente qu'elle est aujourd'hui, mais c'est plutôt une fine minorité. Cette fine minorité, son élite, son intelligentsia, c'est ce que j'appelle le bâtisseur. Donc pour dire que quand une nation souffre, elle ne souffre pas parce qu'elle est vouée à la malédiction, elle souffre parce qu'elle a simplement une élite amorphe, une élite inconsciente et une élite irresponsable. Alors vous ne voyez pas que, bon, entre parenthèses, tout ça c'est que nos églises des réveils sont vraiment à la base de ça. Non, on a beaucoup plus spiritualisé les choses. Ça vous êtes beaucoup plus pragmatique. Écoutez, je suis plus pragmatique. Dans ce livre, vous allez voir que je crois que c'est le 7e ou le 8e chapitre qui est intitulé « Une autre église ». Une église qui prend ses responsabilités. Mais il n'y a pas que l'église qu'on doit mettre sur le banc des accusés, parce que lorsqu'on parle de l'intelligentsia d'une nation, on parle de l'élite d'une nation. Cette élite, elle est hétérogène. Elle n'est pas qu'ecclésiastique. Elle est d'abord politique, elle est économique, elle est scientifique, elle est culturelle, elle est même aussi, elle relève aussi du monde des médias dans lequel vous êtes. Je pense que nous sommes arrivés à un point où nous ne devons plus nous pointer les doigts pour savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais nous devons assumer notre responsabilité de manière collective. Parce que le bâtisseur des nations, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes, qui ont eu le privilège, de par le bon Dieu, mais aussi de par le parcours que chacun d'eux a eu à connaître, à accumuler un certain nombre de connaissances que la masse n'a pas, qui sont détenteurs des grâces, des positions que tout le monde n'a pas.
Et ces hommes et ces femmes doivent maintenant s'assumer pour comprendre que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que la terre est maudite, ce n'est pas parce que nos eaux sont impropres à la consommation, mais c'est simplement parce que nous qui constituons le leadership, nous qui sommes censés être les grands frères de la société, n'assumons pas nos rôles comme il se doit. Nous avons créé un gap entre la classe illuminée, si je peux parler ainsi, et la masse, comme si nous ne comprenons pas quelle est notre vocation en tant qu'élite, quelle est notre vocation en tant qu'intelligentsia, quelle est notre vocation en tant que personne illuminée. Et ce livre vient pour nous interpeller. Je dis nous parce qu'il n'y a pas que les religieux, il y a aussi les politiques, il y a les scientifiques, il y a les acteurs culturels, il y a... Parce que là, vous parlez d'une conscience collective. Je parle d'une conscience collective pour aboutir, créer une sorte de leadership collectif qui va prendre sur ses épaules les destins de la société. Et dans l'ouvrage, nous sommes partis aussi d'un principe qu'on utilise dans le domaine de l'économie, qu'on appelle la loi de Pareto, qui stipule, c'est la loi du 20/80, qui stipule que 80% des résultats que nous aurons reposent sur les 20% des efforts que nous allons fournir. Et lorsque je vais transposer cela dans l'optique de cet ouvrage, c'est simplement pour dire que si nous avons 100 millions d'habitants aujourd'hui au Congo, le bonheur collectif de ces 100 millions d'habitants ne demande pas la prouesse ou encore le sens, la responsabilisation de ces 100 millions d'habitants, mais c'est seulement la responsabilisation de cette minorité qu'on appelle élite. Et ici, dans cet ouvrage, nous disons qu'il est grand temps que notre élite prenne en charge ses responsabilités et les assume en toute dextérité. Sinon, la nation n'est pas condamnée par l'Occident ou par les pays voisins. La nation est condamnée par une élite amorphe, une élite inconsciente et irresponsable qui ne veut pas comprendre que nous avons le devoir de bâtir une nation. Nous disons bâtisseurs des nations parce que les nations se bâtissent. Et on ne peut pas bâtir quelque chose si au préalable, on ne l'a pas d'abord développé dans son imaginaire. Il faut une conception, penser ce que nous allons être dans 15, dans 20, dans 30 ans. Ce sont les grandes nations que les savants de notre pays, ce sont les grandes questions, des questions qui du reste sont existentielles, que les savants de notre pays doivent se poser. Donc il n'y a pas d'homme providentiel ou homme messie. Non. Moi, je ne suis pas partisan d'homme providentiel parce que s'il meurt, eh bien, vous êtes condamné. Okay. Moi, je soutiens plutôt le leadership collectif. Il est vrai qu'à une certaine position, nous avons besoin d'un homme qui soit à telle position pour impulser, mais je ne pense pas qu'un seul homme par lui-même puisse résoudre tous les problèmes de la société. Vous savez, monsieur Jean-David Kilolo, même en Afrique, il y a un dicton qui dit « Mosapimoko isokolaka elongite ». Donc nous ne sommes plus au temps du messianisme, nous sommes maintenant au temps d'un leadership collectif. Nous avons assez regardé au gouvernement comme si nous aurions un gouvernement qui à lui seul va résoudre tous les problèmes de la société. Les grandes nations ne le sont pas parce qu'ils ont eu des hyper dirigeants, mais les grandes nations sont devenues grandes nations parce qu'ils ont eu une élite responsable. L'Amérique que nous admirons aujourd'hui n'est pas seulement l'œuvre de George Washington, de Benjamin Franklin, Roosevelt et autres, mais c'est aussi l'Amérique de Henry Ford, c'est aussi l'Amérique de Andrew Carnegie, qui n'étaient pas des hommes politiques, qui étaient des hommes d'affaires. C'est aussi l'Amérique de Michael Jackson, l'Amérique de Michael Jordan. Nous autres, nous avons aimé l'Amérique, non pas à cause du président Reagan ou du président Bush les pères. Nous avons admiré l'Amérique parce qu'il y a eu un certain Michael Jordan. C'est pour dire que lorsqu'on veut bâtir une nation, il faut créer assez de l'espace pour que chaque intelligence, chaque talent venant de différents domaines puisse exercer son savoir-faire, son savoir-être, afin diriger une nation. Mais le problème que nous avons dans notre société congolaise, c'est l'hyperpolitisation. C'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte que partout les églises sont vraiment politisées. Donc on ne sait pas maintenant faire confiance, certainement. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, on veut un peu savoir, on voit comme bâtisseur des nations, dans un livre que je recommande quand même à tous nos téléspectateurs de pouvoir lire ça. Il y a
un de nos téléspectateurs, quand il m'a vu en train de lire ces livres, c'est quel politicien? Non. Ah bon, c'est ça justement le comble. Parce il veut faire son parti politique ou quoi? Voilà, c'est ça le comble. C'est comme si penser sa nation devenait un acte politique. Loin de là, c'est d'abord un acte citoyen. C'est comme ça que dans le premier chapitre dans cet ouvrage, le premier chapitre est intitulé « Du tribalisme au patriotisme ». Nous avons besoin d'avoir des Congolais citoyens, épris du sens de la citoyenneté. Il ne faudrait pas, parce que je mets cette pine de la RDC, l'on pense que je suis politique. Non. La République démocratique du Congo est un patrimoine commun. Les politiques devraient accepter que les scientifiques débattent aussi sur l'actualité, pourquoi pas faire des projections sur l'avenir de cette société. Parce que si nous laissons la nation seulement entre les mains des politiques, nous avons vu ce qu'ils en ont fait. Je ne demande pas que les politiques cessent d'être ce qu'ils sont, mais je pense qu'il faut une synergie d'intelligence. Est-ce que vous ne voyez pas que pendant ce temps, il faut que vous preniez, c'est-à-dire que les responsables religieux, ceux qui sont sérieux, parce qu'on a connu avec ce qui se passe avec la CENI et tout ça, qu'ils prennent beaucoup plus les choses à main. Non, c'est pas seulement que les responsables religieux. Si les responsables religieux ne sont qu'une des composantes de cette élite dont je parle. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont un pouvoir très limité. Il y a aussi les décideurs politiques. Mais à côté de ces décideurs politiques, il y a aussi une autre catégorie que malheureusement on a négligé, qu'on a clochardisé. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est la classe enseignante, le corps enseignant, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des universités. Lorsque ces gens-là ne sont pas pris en charge, lorsqu'ils ne sont pas mis à l'abri de certains besoins fondamentaux, eh bien c'est notre avenir que nous sommes en train de maudire, parce qu'on ne peut pas avoir un avenir plus radieux que l'école que nous avons aujourd'hui. Or, cette école, nous le disons dans cet ouvrage, pour aller un peu plus loin, c'est que cette école a besoin d'être repensée et adaptée au contexte purement congolais. Malheureusement, nous avons une école qui, jusqu'à présent, est encore occidentalisée. Il faut tropicaliser cette école. Il faut la congoliser. L'adapter aux besoins qui sont les nôtres. Parce que dans une société sérieuse, l'école comme l'université ne sont pas des plateformes où on va pour recevoir des diplômes. Les diplômes ne sont que des présomptions de connaissances. Mais les écoles sont mises en place, les universités sont créées pour équiper les citoyens afin de les rendre capables de résoudre les problèmes de leur communauté respective. Or, quand nous regardons la multiplicité et des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous nous posons la question, à quoi servent les écoles en République démocratique du Congo? À quoi servent nos universités? Ce sont des questions que l'on doit poser. Est-ce que ces questions doivent être posées seulement par les politiques? Non. Ce sont des questions d'abord que le corps scientifique devrait se poser. Quelle est la viabilité des produits que nous mettons sur le marché? Parce que je pense, je l'ai dit dans cet ouvrage, que nos universités devraient développer un management entrepreneurial, c'est-à-dire de la compétitivité. Se poser la question, que vaut un étudiant congolais face à un étudiant sud-africain? Que vaut un étudiant congolais face à un étudiant rwandais ou français? Cet esprit de la compétitivité va nous aider à repenser avec de véritables réformes, pas des réformes cosmétiques, de véritables réformes à la fois du système éducatif et du programme scolaire et universitaire, afin de les adapter aux problèmes qui sont les nôtres. Parce qu'on ne peut pas comprendre, monsieur Jean-David, avec tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays. Je parle des richesses dans le sol, sous le sol et sur le sol. Il n'est pas concevable que nous continuions à être une nation mendiante qui peine à avoir un budget qui équivaut à ses ambitions. Ce n'est pas normal. Donc, il faut repenser l'école. Quelque part, vous et moi, nous n'avons pas été bien formés. Parce que, regardez par rapport à la politisation de certains domaines, vous aviez dit, j'ai pris à la page 124, 125, le fait de revivre en permanence les crises politiques suppose que les leçons d'hier n'ont pas été assimilées. Ah oui. Il faut approcher notre histoire autrement. Il faut approcher notre histoire autrement. C'est comme ça que je dis, ce chapitre-là est intitulé « Puiser dans l'histoire ». Au fait, quand vous posez la question à un Congolais universitaire soit-il, l'histoire du Congo, il commence en 1960. C'est comme si le Congo a commencé à exister en 1960. Non, non.
Le Congo a existé bien avant même l'avènement de l'homme blanc. Bien avant même les Portugais, le Congo a déjà existé. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas développé cette culture pour asseoir notre identité. Parce que l'identité d'un peuple se construit avec le temps. Et l'identité d'un peuple se ramifie, se solidifie aussi par rapport aux exploits de ses ancêtres, aux exploits de ses pères. Donc nous avons besoin aujourd'hui de voir ce que nos pères ont été avant l'avènement de l'homme blanc. Le Congo n'a pas toujours été ce pays qui est marginalisé, qui est exploité par les voisins, mais le Congo a été aussi à une certaine période une nation modèle, une nation école, qui a inspiré à la fois du respect, de la dignité. Donc nous avons besoin aujourd'hui de nous poser la question, pourquoi ce sont les mêmes problèmes qui doivent revenir et malheureusement nous ne proposons que les mêmes recettes. Albert Einstein a défini la folie comme étant le fait de vouloir faire les mêmes choses de la même manière et en s'attendant aux résultats différents. C'est là où nous nous condamnons nous-mêmes. Nous devons à un moment donné être innovants. Nous devons à un moment donné être inventifs pour dire non, ces méthodes ne nous ont pas aidés. Il faut repenser nos méthodes, il faut les revisiter si nous voulons être cette grande nation au centre de l'Afrique, cette grande nation que Dieu a chèrement bénie, mais c'est une nation qui devient à son tour aussi une bénédiction. Voilà, vous n'êtes pas plusieurs, vous n'êtes pas beaucoup pasteurs qui réfléchissent un peu de la sorte, parce que et écrire un livre comme celui-ci, il y a d'autres qui peuvent vous taxer que c'est comme si on vous a initié. Par qui? On vous a initié dans des loges. Allez, c'est pas possible. Pourquoi? Dans des loges. C'est ça justement pourquoi quand un prêtre en parle, on ne pose pas cette question. Et que c'est un pasteur, on doit penser. Non, écoutez. Parce qu'ils sont habitués donc, les dons spirituels, autre chose. Alors, lorsqu'il s'agit de parler des développements, non, donc c'est comme si c'est réservé à... Le travail d'un pasteur consiste à veiller sur le bien-être de brebis que Dieu lui envoie. Et ce bien-être est tridimensionnel. Il est au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Un pasteur qui se limite seulement au bien-être spirituel, sans se soucier du bien-être sociétal et même physique de ce fidèle, je pense que s'il existait une licence pastorale, on devrait la lui arracher. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez été lauréat. On vous a collé, vous avez été lauréat. Oui, j'ai obtenu mon diplôme de DEA et par la grâce de Dieu, mon projet de thèse a été accepté. Donc, je suis en pleine élaboration. Vous parlez sur quoi? Je travaille sur la politique extérieure, la reconfiguration de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. Donc, je reste dans mon domaine de la politique internationale. En théologie? Non. Là, je suis en pleine élaboration d'une thèse de doctorat en politique internationale, mais je suis aussi doctorant en management stratégique et opérationnel, mais je suis aussi théologien de formation. Voilà. Donc voilà. Là, c'est aussi une leçon pour les pasteurs qui doivent certainement étudier. Pas seulement pour les pasteurs. Pourquoi vous voulez ce soir? Non, parce qu'actuellement, vous savez, il y a une grande différence entre les églises. Quand je suis devant mes maîtres dans l'auditoire, maîtres qui m'enseignent les relations internationales, on ne me considère pas comme pasteur, on me considère comme tout autre récipiendaire. Je dis ça, il y a toujours la différence entre ceux qui ont étudié, les pasteurs qui ont étudié, leur manière de gérer l'église, leurs églises, et ceux qui n'ont pas étudié. Ils ont leur manière différente. Vous n'avez qu'à voir, regardez KDC, KDC et les autres là-bas, vous allez voir, ce sont des gens qui demandent à leurs pasteurs d'étudier et regarder leurs églises. L'administration est bien assise, contrairement à nous autres trop non, déjà, si vous êtes là, c'est que s'il y a déjà deux, trois comme vous, donc la règle tombe. La règle tombe. Ok, merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage. On va parler cette fois-ci de la politique, les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-là, c'est les députés nationaux Ngoï Kassondi.